Bon, Nicolas Leneveu, bonne saison véritablement? Oui, bonne saison, oui. Pourquoi? Parce qu'on a beaucoup de jeunes. On voit un avenir. On a un avenir. On est en Fédéral 3, ça fait 2 années. Tenir en Fédéral 3, c'est lourd pour un club. C'est aussi lourd que de monter une division. On l'a vu pour notre expérience. On est pour atteindre ce niveau de Fédéral 3, ça fait... on est monté 3 fois avant de pouvoir y rester 2 années. Donc, ne pas faire l'ascenseur, c'est déjà en soi une victoire. C'est une victoire. Voilà. Alors, pour aspirer, on ne peut pas aspirer mieux dans un moyen terme. Aujourd'hui, non. Il vaut mieux rester serein. Non, je ne pense pas. Il faut regarder devant, puisque de toute façon, le but d'un sportif, c'est de regarder devant et d'essayer de monter, certes. Mais il faut être réaliste. On est le plus petit budget de la poule. On a un effectif de jeunes donc, qui va nous permettre pendant plusieurs années de rester bien en place. Mais il faut structurer, avant de pouvoir passer à un autre cap. Pour avoir mieux, il faut des renforts, il faut des renforts, du lourd, des costauds, des forts. Oui. Il faut que devant. Il faut être attractif. Est-ce que le Pays d'Auray est attractif? Est-ce que les finances du club sont attractives? Les finances ne sont pas suffisantes. On a un besoin de partenariat, on a un besoin évident. On est le plus petit budget pour pouvoir espérer monter. Il faut doubler le budget du club. Bon. Ça ne se monte pas en une saison. Le projet de rester en Fédéral 3, de monter, de fonter, on l'a mis sur 5 ans. Si on met 5 années pour atteindre une ambition de montée, ça sera très bien. C'est raisonnable? C'est raisonnable, je pense, oui. Et est-ce qu'il y a de la place pour Auray en Fédéral 2, quand on sait que Vannes est en Fédéral 1 et a bien du mal à franchir le pas? Vannes a bien du mal, ils ont exactement le même problème à un autre niveau. Il y a un coût financier, il y a un coût de... Voilà, c'est malheureux de le dire, parce que le sport est avant tout une envie de terrain, de jouer, de participer. Mais il y a un côté financier aussi qui est très important. Aucun joueur chez nous ne sont payés. On ne peut pas demander à des jeunes qui ont un travail à côté de venir s'entraîner 3 fois par semaine, plus avoir un entraînement personnel de 3 entraînements physiques par semaine, c'est lourd. Donc aujourd'hui, il faut rester réaliste, restons essayons d'atteindre le haut de tableau, et puis après, on pourra voir dans une deuxième étape. Il y a des mouvements de joueurs, est-ce qu'il y a des mouvements d'entraîneurs? Est-ce que vous gardez aujourd'hui, je pense que Michel Gauthier, oui, Michel Gauthier, tout ce qui est monté sur le club, Michel en fait partie à la base depuis longtemps, c'est nous qui suivons son projet. Et on apprécie tous les jours. Donc Michel, il est au club, il reste au club. Enfin, pour l'instant, il est avec nous, quoi. Il n'y a aucun souci. Nous, on fait une équipe. Voilà, donc, Un mot sur la filière fidjienne. C'est un peu une de vos sources. C'est historique, c'est du relationnel. C'est du relationnel. C'est une opportunité aussi d'avoir eu en 2013 les moins de 20, la Coupe du Monde des moins de 20 ans. Et puis on a enclenché, et on a enclenché des relations. Où on a des relations privilégiées avec la fédération et le ministère des Sports. C'est parce qu'on apporte, comme on n'est pas un club professionnel où on ne demande pas aux joueurs de venir jouer et puis d'axer là-dessus, nous, on a une volonté de leur amener, en plus du jeu, une formation en français. Ils ont 6 heures de cours de français par semaine, de s'intégrer avec des familles d'accueil, on a autre chose que le côté sportif, parce qu'on estime que avec le tel décalage d'un pays, si on ne les reçoit pas comme dans une famille, ils vont vite être déçus. Voilà. Et vous les recevez pour une courte période, parce qu'au mieux, vous pouvez espérer les garder 1 à 2 ans. Et s'ils sont bons, ils sont voués à partir. S'ils ne le sont pas, ils ne sont peut-être pas voués non plus à rester. Voilà, mais aujourd'hui, comme on a toujours la filière, c'est sur les jeunes internationaux. Donc quand la prise de risque est assez minime. La prise de risque est minime, voilà. Et puis il y a un vivier qui est énorme en Fidji. C'est le sport national. Les enfants jouent depuis. C'est un sport national. Voilà, les gens dans la rue. Quand ils n'ont pas de ballon de rugby, ils prennent une bouteille d'eau et puis ils la remplissent de sable et ils jouent. C'est des choses qui sont... Voilà. Merci beaucoup. Bonne pause. Nicolas Leneveu de nous avoir parlé ainsi du rugby Auray Club. Merci. Merci.
Et puis arrive, beaucoup d'auditeurs vous contactent pour s'initier ou parfaire leurs connaissances en finances personnelles. Oui, ils me disent comment je pourrais faire, qu'est-ce que je peux lire, comment ça fonctionne. Donc, il y a 2 profs de l'UQTR qui s'appellent Nicolas Boivin et Marc Bachelin qui offrent depuis l'an dernier un cours sur Internet. Donc, vous avez 4 semaines où vous suivez un cours, vous investissez 3 à 4 heures de votre temps et vous suivez ça quand vous voulez, vous vous inscrivez et vous pouvez même avoir une attestation de l'Université du Québec à Trois-Rivières que vous avez suivi ce cours sur Internet-là. Donc, il a duré ces 5 semaines. Il y a même une évaluation à la fin si vous voulez vous tester. Juste l'an dernier, il y a eu 6400 inscrits, puis il y en a 1800 qui ont eu l'attestation parce qu'évidemment, il n'y a pas tout le monde qui a persévéré sur les 5 semaines, mais c'est intéressant de dire, il y a des échanges avec les professeurs, il y a un wiki, une espèce d'échange Internet pour que les gens puissent apprendre, partager, poser des questions, et ça fait en sorte que les Québécois ont accès à des profs universitaires gratuitement, et j'ai souvent, moi, dans ma carrière de prof, critiquer les gens à l'université qui ne s'impliquaient pas dans la collectivité, car on est payé pour ça, partager le savoir. Alors, c'est une excellente opportunité de profiter de ça gratuitement avec vos impôts. Tensions remain high in Democratic Republic of Congo as riot police patrol the streets and officials finalize results from last week's presidential election. Opposition supporters say they'll protest if the current leader, Laurent Kabila, is declared the winner. More than a dozen were killed and 100 seriously wounded in election violence, according to Human Rights Watch. U.S. officials are watching this election closely. So are corporations with interest in extracting cobalt, copper, diamonds, and other minerals that could be worth trillions of dollars. To learn more about U.S. and corporate interests in the region, the Real News Network's Paul Jay spoke to Kambale Musavuli, student coordinator and national spokesperson for Friends of the Congo. He started by asking Musavuli about a 2006 bill sponsored by then-Senators Barack Obama and Hillary Clinton that stated that U.S. policy would hold accountable individuals, entities, and countries working to destabilize the country. So Senator Obama now introduced a bill to deal with the political situation in the Congo and in the region, especially in Central Africa. He knew it was important to have leverage for nations destabilizing the Congo to hold them accountable for their actions in the Congo, specifically Rwanda and Uganda. So he created the bill, put pressure in Senate, got senators to co-sponsor it, and he even was really, really hard on George Bush. So for example, as he passed the bill, when he was signed into law, he sent a letter to Condoleezza Rice in 2007 to find out what are the updates. Now, what is the Department of State doing? When Joseph Kabila, the president of the Congo, visited the U.S. in 2007 to meet with George Bush, he sent a personal letter to George Bush reminding him that we have a law in the books that you need to enforce. Yet now, nothing is being done. Why is this very important? Rwanda and Uganda invaded the Congo twice, in 1996 and 98, and have unleashed the conflict that's existent and causing all these deaths. If the U.S. can hold the perpetrators, the negative forces on the eastern part of Congo, accountable for what's happening, peace will come very fast. But right now, the United States government has not been bold about doing so. Why? Rwanda and Uganda are U.S. allies in the war on terror. So right now, we have Ugandan troops in Afghanistan, in Iraq. We have Rwandan troops in Darfur in peacekeeping missions for the UN. So the U.S. is not willing to hold them accountable. As it's been documented by the United Nations group of experts, by Human Rights Watch, by Global Witness, and very notable organization about the destabilization effort from these two nations, the U.S. government up until today is not willing to let go of Rwanda and Uganda in the destabilization effort inside of the Congo. Well, let's go back a bit, because this kind of use of Rwanda and Uganda by the United States is nothing new in this alliance. It goes right back to the time even of the overthrow of Patrice Lumumba. Yes, the U.S. has been engaged in the Congo actually for the past 100 years. You know, the United States was the first country to recognize the Congo as the personal property of Leopold, allowing Leopold II of Belgium 100 years ago to control a land the size of Europe and causing the death of almost anywhere from 10 to 15 million Africans. Congolese. Okay, well, let me just, for younger people that may not know this, King Leopold actually got countries of Europe to agree that he could actually personally own the Congo, and he actually did for, I'm not, how long did that last?
About, we say, 15 to 20 years. And this was essentially to exploit rubber. Exactly, rubber. And not only rubber, they were giving access to the land of the Congo to some of the American investors. So you have the Rockefellers who did receive some lands there, and a few other families that I can't remember the name on top of my head, who start getting concessions of the land. So your point here is that the United States was the first country to recognize Leopold could own a country. Exactly. And with that political move, with the U.S. Leadership, other nations also recognize that. So if the United States did not recognize, Leopold would have had a hard time controlling a land that he never even visited, the size of the whole continent of Europe. Let me just add one other note. One of the great campaigners against that in the United States was Mark Twain, actually, Yes. which is a note people don't know much about Twain, but this part of Twain's life. But Twain was a big campaigner against Leopold and his control of the Congo. Exactly, and that's why I say that he used his talent as a writer to not remain silent. We're not seeing that now with what's happening in the Congo, that people are not being bold. I say, who are the Mark Twains of today to denounce U.S. foreign policy toward the region? Mark Twain did that back then. That was the Real News Network's Paul Jay speaking to Friends of the Congo spokesperson Kambale Musavuli. To listen to the full multi-part interview, go to therealnews.com.